Et bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour une semaine de présentation. Nous sommes ravis de vous retrouver après Tabaski. On espère que la fête s'est très bien passée hier. On vous souhaite encore une bonne fête de Tabaski. On espère que ça s'est très bien passé et que qu'Allah nous assiste tout au long de cette année et encore tout au long de notre vie. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à un livre. Il s'agit de l'intitulé Une victime innocente de Cathy Mandley. Elle est l'auteur de Victimes innocentes. Et nous allons découvrir ce livre ensemble. C'est un livre qui parle beaucoup de l'éducation des enfants. On va en parler en général. Aujourd'hui, les journaux ne paraissent pas, mais on sera avec Elhaj Amadé Sourou qui va justement parler d'actualité avec nous dans la revue de presse. Et pour cette semaine, on s'intéresse au Sénat, donc le Centre national d'artisanat d'art, dans la rubrique à la découverte 2. Donc on part pour une petite pause, une petite virgule, et puis on se retrouve juste après. Tour sur ce plateau, et comme vous le savez, chaque semaine nous partons à la découverte d'un site et nous allons vous amener à la découverte de l'univers des artistes. Il s'agit du Centre national d'artisanat d'art que nous découvrons. Ce sont des artistes notamment qui font de l'exposition, mais également la fabrication et la formation. Alors, le Sénat, donc le Centre national d'artisanat d'art du Burkina Faso, est l'une des premières structures qui fait de la formation artistique des jeunes sa vocation première. Le Sénat est placé sous tutelle du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme depuis sa création. Ce centre se charge d'assurer une formation professionnelle complète. Situé sur l'avenue Dim de Lopsom, le centre est l'une des premières structures étatiques qui s'est assignée comme tâche la formation professionnelle des artistes. Il faut rappeler que le Sénat a été créé en 1967. Le Sénat apprend des métiers en son sein, communément appelés donc corps de métier. Ces disciplines sont le batik, la sculpture sur bois, la maroquinerie, la teinture, la ferronnerie, le dessin. C'est autant de structures, autant de disciplines qu'on peut retrouver au niveau de ce Centre national d'artisanat d'art. Et il faut dire qu'il y a plusieurs familles qui font la formation au niveau du Centre national d'artisanat d'art. Toutes ces disciplines, d'ailleurs, depuis 1970, constituent l'essentiel des modules enseignés dans ces centres de formation. Le centre a mis sur le marché de l'emploi de nombreux artisans, et il y a à côté de la formation, bien sûr, les boutiques de vente aussi. Donc, on vous invite à vous procurer de ces objets d'art-là, que ce soit statuettes, batik, les tableaux en batik et tout, pour exposer au niveau de vos salons. Pourquoi pas, ça sera très intéressant et ça sera l'occasion d'encourager aussi donc ces artistes qui sont dans l'art. Alors, il faut dire que ce Centre national d'artisanat d'art recevait beaucoup plus les étrangers pour notamment les achats, mais avec la situation sécuritaire, et les étrangers se font rares. Donc, on vous encourage, vous, habitants locaux, à vous procurer notamment donc de ces objets d'art. Merci de votre attention. Nous découvrons le Centre national d'artisanat d'art à travers cette émission cette semaine. Et voilà, merci de votre attention. Pour la suite, on marque une petite pause. Juste après, on sera avec Elhaj Amadé Sourou qui va partager l'actualité avec nous. Même si les journaux ne paraissent pas parce que c'est férié, on aura de l'information.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et pour la suite de cette aventure, je vous le disais, aujourd'hui c'est férié, donc les journaux ne paraissent pas, mais l'information est toujours au rendez-vous sur la télévision des nouvelles idées. On y va pour la... Nous recevons aujourd'hui Elhadj Amadé Soro. Donc, bonjour. Bonjour Abzeta. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien. J'espère que ça s'est très bien passé. Très bien passé. Oui. J'espère que si on essaie de voir un peu, on sent toujours les signes. C'est ça même. Des mouvements d'hier de votre côté. Oui, ça va, ça s'est très bien passé. Le ventre a pu digérer les différents aliments. Oui, on a dû même en réserver pour la journée d'aujourd'hui, je crois. Puisque, contrairement à la fête de Ramadan, la tabaski c'est jusqu'à 3 jours. Donc ça s'étale sur 3 jours. Oui. Donc ceux qui n'ont pas pu manger hier, comme les forgerons et les peuls, et ils peuvent venir aujourd'hui. Donc nous, on va gérer leur cas. D'accord. Moi, je ne rentre pas dans ça. C'est une histoire de parenté à plaisanterie. Tout à fait. Alors, et là, j'en parle de quelques sujets justement aujourd'hui en lien avec l'actualité. Repartons à vendredi où s'est tenue donc la nuit des Galians. C'était la 27e édition. Absolument. Oui, c'est vraiment un rendez-vous annuel très important pour les journalistes, pour les hommes de médias, dans la mesure où c'est un événement qui est dédié à magnifier donc le travail combien payé des journalistes, tous les genres, que ce soit les médias audiovisuels, la presse écrite et maintenant la presse en ligne. J'ai même vu qu'il y a la presse, pour ne pas dire adolescente ou juvénile, où il y a des enfants dans les différentes écoles, qui ont fait des productions, ont été également donc récompensés. Nous, ce qui nous retient globalement, c'est que ça s'est bien passé. Savan Média donc s'en est tiré avec des prix. Voilà le prix officiel, le prix officiel en présentation, langue nationale morée. Et c'est notre confrère Bouba Ouedraogo qui s'est donc adjugé le prix. Ensuite, il y a le prix spécial présidence du Faso qui est revenu donc à Issa Oumarati. Donc c'est vraiment une belle, une joie pour nous, Savan Média, donc de savoir que le travail qui est fait au quotidien est donc récompensé à ce niveau. Comme beaucoup ne savent pas, en général, le travail journalistique, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, et même si, en fonction de la répartition des tâches, on se rend compte que telle personne est à tel niveau ou tel autre niveau. Donc c'est d'abord le travail du management, le travail de la rédaction, notamment le directeur de l'information, Alain Soumaïla-Rabo, qui encadre effectivement l'ensemble des journalistes. Et bien sûr, la direction générale, en commençant par le PDG, le directeur général, le directeur exécutif, et l'ensemble, n'est-ce pas, des collaborateurs, des travailleurs de Savan Média, qui voient ici les mérites reconnus. Et donc, ça nous va droit au cœur et ça nous, en tout cas, incite à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ça, en fait, qui fait, comme on a dit souvent, que le salaire d'un musicien, ce sont les applaudissements, le premier salaire. Oui. Et le premier salaire aussi d'un journaliste, ce sont les
les titres, les distinctions, les différents prix qu'il reçoit. Dans ce titre-là, j'adresse encore une fois mes félicitations à l'ensemble des deux confrères, Bouba Ouedraogo et Issa Oumarati. Félicitations encore. Et puis, on se retrouvera pour voir ce qu'on fait donc des chèques. Absolument. Parce qu'il faut qu'il nous donne rendez-vous quelque part. C'est ça. Pour voir comment on va gérer ça. Merci bien, Elage. On parle maintenant actualité en lien avec les travaux publics, donc lancement des travaux de bitumage à Ouagadougou. Voilà, là, il faut dire que c'est un cri de cœur de la population qui est entendu par les autorités. Surtout quand on prend le premier cas, c'est-à-dire l'avenue Yenenga qui débouche sur l'avenue de la Nation, c'est vraiment la catastrophe. On se demande mais comment est-ce qu'une telle une route, une rue peut présenter un tel visage en plein centre-ville, surtout en période de pluie. Sincèrement, c'était même pas, c'était vraiment très difficile à pratiquer. Et ça ne donnait pas vraiment une bonne image de la capitale. Donc effectivement, ces travaux qui ont été lancés, comme je l'ai dit, c'est pour répondre à ce cri de cœur de la population des riverains, mais aussi c'est pour contribuer à fluidifier le trafic. Vous savez, notre grand péché dans les pays africains, dans les pays du sous-développé en général, c'est au niveau des routes. Les infrastructures routières constituent vraiment un véritable goulot d'étranglement pour le développement. Parce que, comme on le dit souvent, les routes du développement passent par le développement des routes. Si vous n'avez pas de routes, même pour transporter les produits, même pour décongestionner les différentes artères, ça pose problème. Donc la raison pour laquelle, lorsque chaque fois il y a une initiative qui est donc menée pour effectivement reprofiler ou en tout cas construire des bitumes, ça va naturellement contribuer à booster l'économie, à soulager les riverains et à fluidifier, n'est-ce pas, le trafic. C'est vraiment une très bonne chose. Le deuxième cas, c'est bien sûr la nationale numéro 2. Vraiment, c'est quand on voit l'état de cette route-là, ça fait vraiment pitié. Le matin, ceux qui veulent aller au travail, il faut passer des heures d'attente. Le soir, ceux qui rentrent du travail, c'est des heures. Sans compter les différents accidents, souvent mortels. Sur cette voie-là. Et donc, vraiment, cette initiative gouvernementale qui consiste donc à bitumer cette voie-là et qui va donc du rond-point de la transition, du rond-point de Tampouy, de Tampouy, en allant jusqu'au croisement de la voie de contournement. C'est vraiment ça va beaucoup aider, puisque c'est deux voies. Ça va beaucoup aider et ça va non seulement contribuer, comme je l'ai dit, à fluidifier le trafic, mais aussi les différents commerces qui vont s'exercer. C'est vrai qu'on a demandé à certains de libérer l'emprise de la voie, mais c'est là, tout à fait. Pour construire, il faut d'abord casser. Alors vous les femmes, quand vous voulez préparer, vous commencez par couper les oignons, condiments, avant que la sauce là soit. Si vous prenez tout, vous mettez ensemble, je ne pense pas que ça soit consommable. Donc pour ça, il faut bien sûr demander l'indulgence des riverains, de la population, quant aux éventuels désagréments qui peuvent donc survenir, car au finish, c'est l'ensemble donc de la population qui gagne, et il faut donc féliciter le gouvernement pour cette initiative. Et donc, nous poursuivons avec notamment la communication du président du FASO. Comment vous trouvez avec sa communication en général? Bon, je trouve que c'est vraiment une manière particulière de faire de la communication et qui n'est pas seulement verbale. Vous savez que les spécialistes de la communication savent que la communication n'est pas que verbale. Il y a aussi la gestuelle, etc. Donc le président du FASO, Ibrahim Traoré, a choisi donc de communiquer par les images, plus que par les mots, etc. Et par les images et par les actes. Moi, ce qui me retient, c'est peut-être 3 ou 4. Vous savez, avant d'aller au sommet, en 2023, au sommet de la Risula, de Saint-Pétersbourg, il a fait présenter un lot de matériel militaire. Au lendemain, enfin, oui, à la veille donc de son départ. Imaginez
C'était la première fois au Burkina Faso qu'on voyait vraiment un tel équipement militaire de qualité, de quantité, etc. Et il a donc fait passer ça, une interview, avant donc de s'envoler pour la Russie. Imaginez s'il était parti sans cet élément-là. Les gens allaient dire, bon, tu es venu pour faire la guerre, et voilà, non seulement tu n'as pas équipé les forces armées nationales, mais tu t'envoles pour faire du tourisme. Donc il a fait, moi, quand j'ai fait le post sur la réception de ce matériel-là, ça a touché 2 millions de personnes sur ma page Facebook. Donc ça veut donc dire que c'est quelque chose qui est très très important. Voilà, donc c'est comme si les gens s'attendaient à un tel acte. Donc c'est un type de communication que je trouve vraiment génial. Ça c'est le premier aspect. L'autre aspect également, c'est beaucoup, hein. Voilà, c'est aussi le reportage qui a été fait par rapport, n'est-ce pas, par notre collègue Ada, sur le fait que les terroristes là, viennent nous attaquer et se replient en territoire ivoirien. Il fallait que les gens voient ça, n'est-ce pas, avant son commentaire. En ce moment, lorsqu'il a fait le commentaire pour dire que vraiment entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, ça ne va pas, au moins on a des preuves palpables que de l'autre côté, ceux qui viennent nous attaquer ne sont pas traqués. Normalement, ils devaient être traqués par la partie ivoirienne, mais voilà, ces gars-là viennent. On a vu dans les images des gens fil indiens qui voilà, ils sont venus attaquer quand on les pour chasser chez nous, ils se replient facilement en Côte d'Ivoire. Donc c'est aussi un type de communication basé sur des faits. Voilà, basé sur des faits. Et bien sûr, comme je l'ai dit, c'est beaucoup, mais je prends juste quelques échantillons. Tout récemment, c'est bien sûr l'incident de tir qui a provoqué cette panique, etc. Le gouvernement a fait, du moins les agences de presse, la RTB a fait un reportage, mais les gens étaient toujours, n'est-ce pas, n'avaient pas toujours cru hein, à l'information. Il a fallu donc que le président sorte à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang. Il n'a même pas fait cas de l'incident. On l'a vu donc au palais des Koulba en train de donner son sang. C'est un type donc de communication. Voyez-vous? On va dire voilà. Et du coup, comme on dit, une image vaut mille mots. Donc moi je trouve que c'est un type de communication qui est très génial, astucieux, parce qu'il faut donc le plus souvent ne pas être toujours dans la réaction. Parce que le plus souvent, quand on se rend compte par le passé, c'était nous qui consommons l'information et qui étions dans la réaction. Actuellement, si vous voyez certains médias occidentaux ou certains médias étrangers, ils ne font que dire, par rapport au Burkina, il y a eu un tel acte. C'est quand, après l'acte communicationnel posé par le président, ils sont obligés maintenant de venir commenter. C'est vrai qu'on l'a vu à la prière, on l'a vu donc au don de sang, on l'a vu également à la prière, mais est-ce que ça a contribué à dissiper la confusion? C'est comme s'il y avait vraiment une véritable confusion au niveau interne. Donc, ce type de communication contribue, n'est-ce pas, à galvaniser les populations, mais aussi à donner un message clair. En réalité, notre souci, ce n'est pas qu'est-ce que vous pensez de nous, qu'est-ce que nous pensons de nous-mêmes, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Nous, on n'est pas là pour agir, pour faire plaisir aux autres. Nous avons un problème interne, nous travaillons à résoudre, à dissiper les difficultés que nous avons au niveau interne, et on ne se préoccupe pas, comme par le passé, de l'image, de l'éventuelle image que l'extérieur a de nous. Vous savez, par le passé, les grands médias internationaux ont toujours, comme l'a dit même Thomas Sankara, ont toujours travaillé comment on appelle ça, à ternir l'image de quelqu'un qu'on combat. Pour faire quoi? Pour faire susciter une révolte ou une colère interne pour pouvoir facilement faire passer, n'est-ce pas, leur agenda, etc. Aujourd'hui, je pense que de plus en plus les populations comprennent qu'en réalité, quelqu'un d'autre ne peut pas venir faire votre bonheur à votre place. C'est vous qui devez travailler pour libérer votre pays, c'est vous qui devez travailler pour que votre pays se développe et non pas s'asseoir, attendre que quelqu'un de l'extérieur vienne le faire à votre place. Merci bien, El Hadj, pour toutes ces informations. Merci à vous. Bonne suite.
En attendant, nous poursuivons sur ce plateau et nous allons maintenant découvrir les couleurs du temps. C'est dans la météo. Nous parlons livre aujourd'hui. On s'intéresse à ce recueil de nouvelles intitulé Une victime innocente de Cathy Mandli. Donc, c'est notre invité du jour. Nous sommes avec justement Madame Catherine Marie Tegawende Mandli Loagboko. Elle est écrivaine burkinabé, donc auteure de ce recueil de nouvelles intitulé Une victime innocente. Bonjour à vous, Madame Mandli. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci à vous d'être sur ce plateau-là. Alors, on découvre ensemble un recueil de nouvelles intitulé donc Une victime innocente. On va en parler tout à l'heure, mais parlons un peu de votre parcours parce que vous avez fait une formation en secrétariat bureautique. Donc, après cette formation, vous avez eu à faire plusieurs services avant d'être aujourd'hui au ministère de la Communication. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce parcours? Merci, Madame. Merci déjà, vous qui nous donnez ce plateau pour nous exprimer. Alors, effectivement, de mon parcours, j'ai fait le secrétariat, formation en secrétariat bureautique au lycée technique Charles d'Algérie. Ok. Alors, après ça, j'ai servi quelques années à la présidence du FASO. Ensuite, je suis allée à l'OCADES de Dédougou. Alors, pour revenir après au ministère de l'Action sociale et repartir à l'ENAM pour une formation professionnelle, à l'issue de laquelle j'ai eu le brevet de l'ENAM. Et après cette formation, je suis actuellement en service au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Voilà un peu ramassé le parcours que j'ai fait sur le plan professionnel. Et ce qui est bien, c'est que vous avez toujours été passionné de l'écriture, parce que vous avez co-écrit un album de bande dessinée intitulé Le matin du bonheur. Oui. Parlez-nous justement de cet album de bande dessinée. Alors, d'abord la passion de l'écriture, je l'avais depuis toute jeune par une formation que nous avons reçue dans le mouvement des cœurs vaillants, âmes vaillantes, où on nous apprenait dès le bas âge à écrire des faits de vie. Les faits de vie, ce sont des situations que nous rencontrons dans la semaine, des situations que des gens vivent ou même que nous vivons. On nous apprenait à les écrire et puis à les transmettre les dimanches après les réunions. Donc, depuis ce temps, on apprenait petit à petit à observer ce qui se passe, à écrire comme un jeu, mais ça m'est resté. Et le fait d'évoluer encore avec les enfants depuis un certain temps, ça permet quand même de déceler certains éléments et de se replonger encore dans l'écriture. Alors, le matin du bonheur, pour revenir à la bande dessinée, c'est une bande dessinée pour enfants et jeunes que nous avons réalisée en co-auteur. Nous étions 3 auteurs. C'était par l'intermédiaire d'une association qui a lancé un appel à texte. Alors, j'ai pris mon texte, j'ai postulé. Ce texte a été retenu. C'est ça même qui porte le titre phare de la bande dessinée. Et Le matin du bonheur. Voilà. Ok. Alors, c'est une bande dessinée disponible. Oui, la bande est disponible auprès de l'association Le Goût du Livre. Oui, Le Goût du Livre qui en dispose. Et vous êtes vous-même membre d'une association intitulée Modèle. Modèle M-O-T-S, donc plus loin, Del L avec S à la fin. Qu'est-ce que vous faites au sein de cette association? L'association Modèle regroupe uniquement des femmes écrivaines. Tant à travers leurs écrits, de sensibiliser, de conscientiser, de faire passer leur message au niveau de la société. Voilà. Donc, dans Modèle, on milite pour la promotion de la lecture et on attire l'attention des parents sur tous les thèmes. On invite les parents à ramener les enfants tout doucement à la lecture parce que c'est quand même très important. Voilà, c'est entre autres les activités que nous menons au niveau de Modèle.
D'accord. Vous avez dit, vous êtes passionné, ou vous avez eu goût à l'écriture depuis que vous militez donc dans ces mouvements. C'est CVAV, hein? Oui, C'est comme ça. Voilà, Oui. CVAV. Mais après, quand on décide, quand on devient adulte et qu'on décide d'écrire professionnellement, peut-être qu'il y a eu un déclic quelque part. Alors, il y a eu un déclic, oui, parce que depuis le mouvement, je suis restée en contact avec les enfants, avec les jeunes. Alors, de ce contact-là, j'arrive un peu à avoir des enfants qui se confient à moi, des jeunes qui se confient par rapport aux situations qu'ils vivent. Et c'est de ces contacts-là que j'ai pu quand même faire ce livre qui renferme des sujets sur des vécus réels des enfants et des adolescents. Alors ça m'a un peu tiqué. J'ai dit, bon, c'est vrai, les enfants vivent ces situations, mais dans la plupart du temps, il y a des gens qu'on peut appeler des responsables qui sont à la base. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire ce petit fascicule pour interpeller, si possible, les parents, la société entière, à jeter encore un regard sur l'éducation des enfants. C'est ce qui m'a motivée à écrire. C'est important. L'éducation des enfants, donc je vous prends au mot une victime innocente. Ça veut dire que ça parle de l'éducation des enfants. On va rentrer en profondeur tout à l'heure, mais je présente le livre là aux téléspectateurs avec l'image de la page de couverture, donc avec un enfant qui larmoie, on va le dire. Pourquoi vous avez choisi en fait cette photo pour illustrer? J'ai choisi d'illustrer ça comme ça, parce que si vous parcourez le livre, tous les récits qui sont là-bas, c'est un peu alarmant. Une victime innocente, c'est un enfant qui a souffert de par le comportement de sa marâtre, parce que sa maman a été répudiée. La marâtre a transféré en quelque sorte la colère qu'elle avait sur la maman de l'enfant sur le petit. Oui. Alors, il s'en est suivi des tortures. L'enfant a eu le bras amputé. Il s'est retrouvé dans la rue. C'est vraiment une situation alarmante. Alors, j'ai décidé d'illustrer ça comme ça pour que vraiment ça puisse impacter. Adossé donc au tronc d'un arbre, j'ai l'impression. Oui, il s'est adossé au tronc de l'arbre comme ça et il a regardé sa maman partir. Oui, voulant même courir pour rejoindre sa maman, il a été arrêté par le papa qui était assez furieux. Donc, il s'est juste collé à l'arbre, pleurant, regardant sa maman partir. Et c'est ça que j'ai voulu réellement faire ressortir dans ce livre-là. Alors, pour dire, entre parenthèses, à nos sœurs, que la jalousie entre les femmes, elle peut être normale selon ce que l'on vit. Mais transférer ça sur les enfants, c'est encore un souci. Et moi, je dis chaque fois que ce n'est pas uniquement l'enfant que tu as mis personnellement au monde qui va te venir en secours. Donc, ce petit, il pouvait être utile à la famille, à la marâtre en question et à toute la société. Mais pour des questions de jalousie, s'en est suivi sa souffrance jusqu'à la perte de son bras. C'est quand même un peu dommage. C'est dommage. Oui. Et dans ce recueil de nouvelles, c'est plusieurs histoires. Hein? C'est plusieurs histoires parce que justement, vous faites ressortir donc l'histoire de cet enfant-là qui n'a pas ses parents assez disponibles pour lui, qui va aussi subir d'autres choses. Et vous faites ressortir l'histoire de cet enfant-là qui, après séparation avec sa mère, va souffrir. Vous faites ressortir l'histoire d'autres enfants qui sont dans d'autres difficultés. C'est autant de thématiques que vous traitez. Est-ce que vous pouvez justement nous citer ces thèmes-là? Oui, c'est une victime innocente renferme 7 chapitres. 7 chapitres. Alors, vous avez tantôt évoqué l'enfant qui est victime du manque de temps de ses parents. Je l'ai appelé le trésor perdu. Perdu. Oui, le trésor perdu. C'était malheureusement l'unique enfant de la famille. Alors, le fait qu'il soit seul, on l'a entouré
de tout le bonheur possible. Malheureusement, on ne l'a pas entouré de temps. Le temps des parents pour être à l'écoute de l'enfant, le temps des parents pour veiller à son éducation, ça manquait. Papa était tout le temps parti en mission, maman n'était pas là, c'est l'aide ménagère qui surveillait l'enfant. Et pire, on donnait des consignes à l'enfant. Si quelqu'un te tape ou bien si l'aide ménagère hausse le ton, tu écris et quand on va venir, tu fais le point. Alors, l'enfant était tellement habitué à ça que même à l'école, aucun professeur ne pouvait lever la voix sur l'enfant. Ah oui. Alors, du coup, il a pris des airs et c'est devenu dangereux. Le fait que les parents ne soient pas à côté, l'enfant s'est affilié à un groupe où il était d'ailleurs le bailleur parce qu'il avait tout à sa disposition. Oui. Et ce groupe, c'était un groupe qui se livrait à des actes pas du tout possibles. C'était la drogue, c'était les petits vols, c'était les petits larcins, ainsi de suite. Et du coup, quand les parents se sont rendus compte, ils ont voulu faire marche arrière, mais l'enfant était déjà parti. Parti dans ce groupe du fait du manque de temps des parents pour être à son écoute. Oui. Parti dans ce groupe du fait de l'inattention, si je peux le dire ainsi, des parents. Parce qu'on ne prêtait plus attention à ce que l'enfant fait. On se contentait de mettre tout à sa disposition, mais le temps matériel comme ça pour être à côté de l'enfant, ce temps manquait beaucoup. Et l'enfant a trouvé une famille ailleurs, des gens qui l'écoutent, des gens qui l'encouragent dans ce qu'il fait, même si c'est mauvais. Alors, du coup, les parents sont revenus entre-temps, mais l'enfant était parti. Voilà. Ouais. C'est un peu l'histoire de cet enfant, une histoire réelle. Le trésor perdu. Le C'est une trésor histoire réelle. Oui, c'est une histoire réelle. Ah ouais. C'était le seul trésor de la famille. Et finalement, la famille a perdu ce trésor-là. Parce que c'est la brigade des stupéfiants qui l'encadrait maintenant. Après, pour revenir à la maison, c'était compliqué. Les parents cherchaient même un temps à l'extirper pour peut-être l'envoyer à l'extérieur, mais c'était plus possible. Voilà. Donc, ils ont eu l'argent. Ils ont bien garanti l'avenir de l'enfant par des parcelles, par de l'argent et tout. Mais l'enfant n'est pas là. L'enfant est parti. Donc, c'est quand même dommage pour un parent. C'est pour ça que j'ai voulu tirer la sonnette d'alarme. Alors, je ne dis pas que ce cas est général. Il y a beaucoup de parents qui se battent sérieusement pour le bonheur et l'avenir de leurs enfants. Parents auxquels je tire d'ailleurs mon chapeau. Mais ce livre est fait juste pour interpeller ceux qui n'en font pas assez de faire attention. Ou encore ceux qui pensent que c'est peut-être le bien matériel seulement qui peut garantir l'avenir de l'enfant. C'est pour interpeller à faire un peu attention. Parce que le matériel et tout, sans une éducation de base, ça pose un problème. L'enfant lui-même est en danger, la société est en danger. Bien sûr. On va encore découvrir un autre titre, le contenu de la grossesse du déshonneur du moins. La grossesse du déshonneur. Alors, qu'est-ce que ça raconte, cette nouvelle? Alors, la grossesse du déshonneur raconte une triste aventure de Dina. J'ai nommé la petite comme ça. Dina, c'est une fille qui était au port de l'université, si je peux l'appeler ainsi. Oui. Et suite à une erreur de grossesse, Dina a été expulsée, elle a été mise dehors carrément par le papa, qui dit que selon ses traditions, il ne devait plus rencontrer Dina, sinon il allait mourir. Alors, non content de la mettre à la porte, il a arrêté carrément de payer sa scolarité. Et Dina s'est retrouvée dans la rue. C'est dans la cour d'un dispensaire, je l'ai rencontrée avec son enfant. Elle tenait une ordonnance, elle pleurait, elle se demandait qui allait pouvoir venir à son secours. J'ai pris le temps d'échanger un peu avec elle. Elle m'a expliqué la situation qu'elle a traversée depuis la grossesse jusqu'à maintenant. Et elle me demandait ce qu'elle allait devenir dans la vie. Ça donne la chair de poule quand vous écoutez ces gens-là témoigner. Et par là, elle m'a posé la question pourquoi elle, le monsieur avec lequel elle a eu ce souci, ce monsieur n'a pas été rejeté. Poursuivait bonnement ses études pour réussir et puis peut-être revenir prendre l'enfant que Dina porte.
parce que c'est son enfant. Alors, vous voyez du coup le problème que ça pose. Dina, peut-être avec un peu de tolérance, la situation pouvait se résoudre autrement. Dina est en erreur, je le reconnais, je sais bien, aucun parent ne souhaite que ça se passe comme ça, mais une fois que c'est arrivé, est-ce que c'est le lieu de jeter l'enfant avec l'eau de bain? Voilà. C'est là que j'ai voulu mettre ça ici pour encore interpeller. L'enfant, pour moi, c'est un enfant. Quel que soit son âge, c'est un enfant. Et il n'est pas à l'abri de l'erreur. Et moi, je pense que c'est peut-être à nous les parents d'être un peu plus tolérants et surtout de voir la manière de résoudre le problème et d'accompagner l'enfant. Peut-être même qu'avec un peu plus de regard avant, Dina pouvait éviter cette situation. Mais pourquoi elle en est arrivée là, on n'en sait pas, mais ce qui est sûr, c'est elle seule qui porte le fardeau. Le fardeau. Et c'est dommage. Ça fait la deuxième histoire que vous dites réelle. Est-ce à dire que de cette histoire, de toutes les histoires que vous avez racontées dans Victime innocente, tout est réel, c'est des vécus? La majeure partie des histoires sont réelles. Seulement dans l'écrit, j'ai essayé de meubler ça de manière à ce que les personnes ne se sentent pas directement touchées. Sinon, ce sont des histoires réelles. Ouais. Ok. Et de cette histoire, quelle histoire vous marque le plus? L'histoire qui me marque le plus, c'est l'histoire de Sagado. Sagado. Oui. Vous ne l'avez pas raconté, celle-là. L'histoire de Sagado, c'est ça qui me marque le plus. Je ne l'ai pas totalement raconté, peut-être parce que je veux que les lecteurs découvrent. Bien sûr. Mais bien il sûr. faut dire que Sagado, après son bras amputé, il a décidé de chercher sa maman. Ah, c'est le même jeune homme. C'est le même jeune homme qui a séparé de sa est maman. allé dans la rue, qui a décidé de retrouver sa maman. Alors, il s'est lancé dans la mendicité. Et chaque fois qu'il rencontre une femme qui veut lui faire une offrande, il fixe le regard sur la femme, jusqu'au jour où il a identifié une femme et il croyait, comment on appelle ça, forcément, il croyait en lui que c'était sa maman. Ah oui. Alors, il a essayé de suivre un peu la dame jusqu'au jour où il a découvert que non, ce n'était pas sa mère. La mère lui a dit, je ne suis pas ta maman. Et la femme a proposé de l'accueillir chez elle. Il a dit non, si je viens chez vous, je ne vais pas retrouver ma mère. Il est reparti dans la rue. Ah oui. Voilà. Et de là, sa maman, de là où elle était aussi, a appris que son enfant a été torturé. Il a eu le bras coupé. Et la maman a quitté son village pour revenir en ville, chercher sa maman. Son fils. Son fils, pardon. Okay. Donc, est-ce qu'ils vont se croiser? Oui, est-ce qu'ils vont se croiser? Il faut lire. C'est ça vraiment, il faut lire. Il faut lire donc pour découvrir ces histoires-là, parce que c'est justement donc l'objet. Il faut bien sûr vous procurer de Victime innocente pour lire. Et Victime innocente, c'est en fait le titre de la première histoire, donc l'histoire de Sagado que Madame Manly nous racontait. Donc, vous avez eu quand même droit à 3 histoires, je crois. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, vous allez lire pour connaître les fins de ces histoires-là et découvrir d'autres histoires, hein, parce que vous en avez jusqu'à 7 donc, dans ce recueil de nouvelles. Je vais quand même donner les titres parce qu'on a une victime innocente dont on vous a parlé. On a Ma mère ou la rue. On a donc Le fruit de l'endurance, Un silence coupable, La grossesse du déshonneur, on en a parlé. Le trésor perdu également, on en a parlé. Et Le matin du bonheur. Donc c'est un peu, peut-être un résumé de la bande dessinée, non? Ou c'est autre chose, hein, oui, Le matin du bonheur. Un résumé de la bande dessinée, c'est l'histoire de la petite Ginette. Ginette qui rêvait d'aller à l'école. Elle était bergère. Et chaque fois, elle disait à sa maman, elle veut aller à l'école. Maman a dit, tu sais que même pour avoir à manger, il faut que on essaie de vendre une chèvre. Alors donc, je ne peux pas te promettre que je vais t'amener à l'école. Mais quand même, si tu arrives à suivre bien les animaux, je verrai ce que je vais faire. Alors, elle était contente. Et malheureusement, pendant une saison pluvieuse, les eaux du barrage ont emporté sa mère. Oh là là, c'est triste ça. L'espoir était vraiment perdu. Alors jusqu'au jour où, en allant avec les animaux, elle a rencontré encore des enfants qui partaient à l'école.
Elle a coulé des larmes, elle est revenue en parler à sa grand-mère avec laquelle elle vivait maintenant. Grand-mère aussi lui a dit, Ginette, tu sais que je ne peux pas t'amener à l'école. Mais je me rappelle qu'au décès de ta mère, ta tante était là à l'enterrement. Elle a promis de revenir te chercher. Prie donc le ciel pour que si elle revient un jour, elle puisse t'amener. Effectivement, sa tante est revenue. Elle a amené Ginette. Et en partant, grand-mère lui a dit, Ginette, rappelle-toi des conseils que je te donnais chaque jour. Elle a dit, oui, grand-mère, je me rappelle bien. Arrivée, je vais bien étudier. Et elle dit à sa tante qu'elle va étudier. Elle va devenir comme l'infirmier du village. Elle va revenir construire le barrage qui a emporté sa mère. Et que plus que des animaux, elle va revenir soigner des hommes. Voilà, c'est un peu ramassé l'histoire de Ginette. Bah, c'est à découvrir pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce que ça va bien se passer pour elle? C'est à découvrir. Alors, Madame Mandli, dans ce livre, vous parlez beaucoup des enfants, de la jeunesse. Quel est justement votre regard sur l'avenir de la jeunesse burkinabé en général? Ah, l'avenir de la jeunesse burkinabé. Quel regard? Je peux dire que moi, j'ai personnellement un regard un peu triste. Un peu triste parce que quand on observe de nos jours les comportements des jeunes, on se demande ce que demain ça va être. Je dis toujours, ce n'est pas tous les jeunes, mais la majorité, quand tu regardes les comportements, quand tu regardes l'indiscipline, quand tu regardes le manque de sérieux, quand tu regardes ce qui se passe dans les écoles, tu te demandes quelle relève nous allons avoir. Et tu te poses la question aussi à qui la faute. Voilà, c'est un peu le regard un peu triste. C'est vrai que l'espoir est permis, mais pour vivre ça, il faut que les parents se ressaisissent un peu, à mon avis. Maintenant, cette déviation de comportement, selon vous, quelles sont les causes? Alors, pour moi, les causes, nous les retrouvons dans nos familles. Les parents sont en partie responsables. La société entière est responsable. Alors, dans le temps, lorsqu'un enfant faisait quelque chose qui n'est pas bien, n'importe qui pouvait corriger l'enfant. Alors, de nos jours, ce n'est pas permis. Tu interpelles l'enfant de ton voisin, par exemple, il peut même te demander c'est quoi qui te regarde. Voilà. Et c'est ça, pour moi, le gros danger que nous courons. Alors, j'ai une anecdote que je raconte souvent à mes enfants. Quand j'étais plus jeune, pendant les vacances, moi, je suis sortie et dans le 6 mètres, je revenais d'un jeu, je courais et je sifflais. Alors, à un certain niveau, il y a un monsieur qui marchait. Moi, j'ai senti seulement le revers de sa main qui a tapé ma bouche. Et les dents avec les lèvres, ça s'est accroché. Et j'ai eu un peu de sang qui coulait. J'étais pas loin de la porte. Alors, j'ai commencé à courir. Arrivé devant la maison, j'ai vu mon papa qui était dedans et j'ai crié. Il m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, c'est pas le monsieur là, non. J'ai dit, le voilà. Moi, je cours, je siffle, je ne parle pas, je ne lui ai rien dit. J'ai sifflé seulement et puis il m'a tapé la bouche. Et papa qui me dit où il est pour que j'aille lui dire merci. Parce que pour lui, il m'a corrigé parce qu'une femme ne siffle pas. Et jusqu'aujourd'hui, même dans mon rêve, je ne siffle pas. Alors, c'est pour dire entre griffes que dans le temps, tout le monde pouvait corriger un enfant. Maintenant, même les enseignants à l'école ont des soucis. Tu tapes un enfant, c'est un problème. Le parent va venir, tu corriges un enfant, va te demander c'est quoi qui te regarde. Alors qu'en réalité, les parents même n'ont pas assez de temps à la maison. Donc, la faute, elle revient à tout le monde. Et si nous voulons vraiment que demain soit meilleur, moi je pense qu'il est temps qu'à tous les niveaux on se ressaisisse. On peut se rattraper. On peut se rattraper. Et quelles sont les stratégies que vous proposerez pour aujourd'hui comme une meilleure éducation de nos enfants? Alors, la première stratégie pour moi, à l'endroit des parents, c'est le temps. Le temps. Le temps pour écouter les enfants. C'est le temps, c'est le dialogue,
c'est la communication non violente. Pour suivre l'enfant, l'écouter, comprendre c'est quelle situation il vit, quel est son problème, et si possible, l'aider à trouver une solution. Comprendre sa fréquentation. Il fait quoi? Il va avec qui? Suivre ça tout doucement et pour pouvoir repêcher l'enfant. Moi, je dis souvent, la communication, ça se passe autour d'une table à manger où tout le monde est là. Après le repas, on cause, on essaie de voir quel problème tel enfant a traversé, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. La communication, c'est peut-être trouver une journée uniquement pour la famille. Oui. Papa loin du portable, loin de l'ordinateur, loin de tout. Aujourd'hui, c'est famille. On consacre cette journée à la famille, on échange, on discute avec les enfants et on trouve des solutions aux problèmes. Voilà. Moi, entre éléments, c'est ce que moi je pense qu'il faut revoir. Parce que c'est vrai, nous allons rechercher tout pour l'enfant. Mais si la personnalité de l'enfant même n'est pas forgée, ça demeure un problème. Il me semble que vous dites que les parents ont un très grand rôle à jouer. Ils devraient prendre leurs responsabilités. Mais qu'en est-il des éducateurs? Parce qu'aujourd'hui, on envoie nos enfants aussi à l'école et tout. Qu'en est-il des éducateurs et ensuite même de la société en général? Les éducateurs et la société, ils ont tous un rôle à jouer dans l'accompagnement de l'enfant. Parce que pour moi, l'éducation et l'instruction, ça va ensemble. Ça va de pair pour aider l'enfant à grandir. Il faut que chacun joue son rôle pleinement. Les parents ont actuellement tendance, à mon avis, à abandonner tout aux éducateurs. Oui, une grande partie de leur rôle aux éducateurs. Moi, j'étais dans une école où mon enfant s'y trouvait. On est allé à une réunion de parents d'élèves. Et les cours, souvent, les enseignantes maintiennent les enfants, même le samedi jusqu'à 18h. Nous, on a voulu poser le problème et il y a un parent qui nous a dit non, qu'on n'a pas le temps pour s'occuper des enfants. Et quand les enseignants veulent prendre les enfants jusqu'à 18h et même dimanche, nous, on se plaint. Je dis, mais bon, peut-être quelques-uns n'ont pas le temps pour s'occuper de leurs enfants, mais ce n'est pas pour autant que les éducateurs, doivent prendre tout. Ça ne peut pas se passer comme ça. L'instruction, c'est aider l'enfant à l'enseigner. L'éducation, c'est des b.a.-ba que les parents doivent assumer à la maison. Et c'est la fusion des deux qui va faire de l'enfant un homme entier. Alors, si on concède tout aux éducateurs, quelque chose va se passer quelque part. Si les éducateurs ne jouent pas pleinement leur rôle aussi, l'enfant, il aura un manque quelque part. Alors, c'est la conjugaison des deux qui va nous permettre d'avoir des hommes capables d'assurer la relève de demain. On espère bien. Merci beaucoup, Madame Manly. On tend vers la fin de notre entretien. Le livre, il est disponible? Le livre est disponible à la librairie Jeunesse d'Afrique. D'accord. Il est disponible à mon niveau. Si c'est possible, je vais laisser mes contacts. Il n'y a pas de souci. On laissera le contact en fin d'entretien, justement, tout à l'heure. Il faut rappeler que ça fait 72 pages. 72 pages. Facile à lire, d'ailleurs, pour ce recueil de nouvelles. Et il va coûter combien? Le livre coûte 3 000 francs. 3 000 en librairie. Oui, 3 000 en librairie. Et j'ai vu qu'il y a l'étiquette du ministère de la Communication et de la Culture. Oui, le ministère de la Communication et de la Culture m'a accompagné dans l'édition de ce livre et je tiens à les dire merci. Je tiens aussi à remercier toutes les structures qui œuvrent inlassablement dans l'éducation des enfants. Voilà. Je cite la CNDH, Commission nationale des droits humains, le ministère de l'Action sociale, les différents départements du ministère de la Justice, tous ceux qui, de jour comme de nuit, œuvrent pour l'épanouissement de l'enfance et de la jeunesse. Je les tire mon chapeau et je les encourage dans cette noble mission. Et il faut rappeler, c'était le 16 mai dernier que la dédicace a eu lieu. Oui, la dédicace a eu lieu au Sénasa le 16 mai dernier. On va laisser maintenant les contacts pour tous ceux qui voudraient bien. Et c'est intéressant de faire lire à la jeunesse, aux jeunes surtout. Oui, les jeunes surtout. Les jeunes, j'ai dit qu'ils doivent lire pour comprendre les situations qui sont dedans. C'est ça. Et si possible, les éviter. Les parents doivent lire
pour voir les situations qui sont dedans et aider les enfants à ne pas vivre ces situations. Voilà. Comme quoi, c'est un livre pour la famille. C'est important. On laisse les contacts, Madame Mandli. Ok, moi je réponds au 70 28 05 88 et au 78 87 43 77. Voilà. Vous pouvez avoir le livre avec moi. Vous pouvez l'avoir aux éditions Hector Adams. Oui, l'éditeur qui m'a accompagné dans l'édition du livre, à qui j'ai dit aussi merci. Voilà, et à la librairie Jeunesse d'Afrique. Merci beaucoup. Nous aussi, on vous dit merci d'être passé sur notre plateau. Merci de nous avoir permis de nous exprimer. Et c'est ensemble que nous allons faire cette sensibilisation pour que le meilleur puisse venir demain. Alors, on vous invite à vous procurer Une victime innocente signée Cathy Mandli. Donc, nous étions, il faut le rappeler, avec Madame Mandli justement pour l'entretien d'aujourd'hui. On vous invite à vous procurer de ce recueil de nouvelles pour lecture. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci, madame. Merci bien. On va marquer une petite pause et on revient. Et nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. C'est le numéro de Awaga, juste pour vous arracher un sourire. Pour la suite, on revient sur la rubrique à la découverte avant de nous quitter. Je rappelle que nous découvrons le Centre national d'artisanat d'art. Il faut rappeler que le Sénat, donc le Centre national d'artisanat d'art, est l'une des premières structures qui fait la formation artistique des jeunes, qui fait de la formation artistique des jeunes, donc à sa vocation première. Le Sénat est placé sous le ministère donc de la Culture, des Arts et du Tourisme, aujourd'hui ministère de la Communication, des Arts et du Tourisme, depuis sa création. Ce centre se charge d'assurer une formation professionnelle complète donc des jeunes. Situé sur l'avenue Dim de Lobson, ce centre est l'une des premières structures étatiques qui s'est assignée comme tâche la formation professionnelle des artistes. Le Sénat, créé en 1967, le Sénat apprend des métiers en son sein, communément appelés corps de métier. Ces disciplines sont notamment le batik, la sculpture sur bois, la maroquinerie, la peinture, la ferronnerie, le dessin et d'autres disciplines. Toutes ces disciplines, depuis 1970, constituent l'essentiel des modules enseignés au niveau du Sénat, le Centre national d'artisanat d'art. Le centre ne fait pas que la formation, ils font de l'exposition également et vous pouvez acheter donc ces articles, que ce soit les sculptures, les dessins batiks et encore d'autres choses au sein des boutiques du Sénat. Alors, merci à vous de votre attention concernant cette chronique et puis tout au long de cette semaine, on va vous proposer des témoignages concernant le Centre national d'artisanat d'art. Merci à vous de votre attention. On s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. C'est férié. On vous invite en tout cas à profiter de ce jour de repos pour ceux qui sont à la maison. Sinon, nous sommes ici pour vous faire vivre donc des programmes tout au long de la journée. Alors, ne zappez pas, restez sur la télévision des nouvelles idées. Merci à l'équipe technique qui s'installe aujourd'hui pour débuter la semaine avec nous. Il s'agit de Noufou, Bon Congo et Michael Yamego, Laura et puis tout le monde. Allez, à demain, mardi, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Excellente semaine.